Le deuxième temps de la table ronde traite du plan de la formation, comment on met en place des plans. Alors le mot plan est tout à fait polysémique. Le plan de formation, la gestion des compétences dans le temps, pour qui et comment. Voilà le thème de la deuxième table ronde. Et je vais appeler donc Pascale Jacquelin, qui est directrice de la formation à l'ADVSEA du 13. V, c'est quoi, V? C'est pas ça. La DSEA? Encore, mais à chaque fois, j'ai un mauvais... Il n'y a pas directrice de la formation et des compétences? Non, elle va le dire. Je me présenterai tout à l'heure, mais ça n'est pas ça. François Debelle. Alors, je vais en profiter quand même. Notre première table ronde devait accueillir également M. Philippe Fofana, qui est le directeur général de l'IESTS, qui est l'Institut de formation basé à Nice, sur le 06. Mais il a été rappelé chez lui à midi pour des problèmes familiaux importants. Donc, il vous prie de l'excuser. François Debelle, qui est le directeur régional ou général de la région de l'Uriops, PACA Corse. C'est bon. C'est ça? Ouf. Voilà, alors deux entrées différentes, mais Pascal veut préciser d'où elle parle. Je suis responsable de formation et du développement des compétences au sein d'une association qui s'appelle Sauvegarde 13. Sauvegarde. Je préfère, c'est plus simple. Voilà. Mais j'étais pas loin quand même. Hein, non, mais je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure ce qu'est la sauvegarde aujourd'hui. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. La question de la formation, nouvelle période, de l'introduction de la gestion de compétences dans un organigramme d'une grosse association employeur. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça se passe pour vous? Alors d'abord, effectivement, donc j'ai cette fonction de responsable de formation et développement des compétences depuis très peu de temps au sein de cette association, puisque je démarre donc depuis septembre cette fonction au sein de cette association. Ce qui est important de relever déjà, alors par rapport à ce qui a été dit ce matin, parce que moi je vais redire des choses qui ont déjà été dites par le directeur des ressources humaines de l'ADAPI du Var, que je connais bien. Donc cette fonction a été créée déjà au sein de Sauvegarde 13, ce qui dit des choses sur comment on s'approprie ou pas les éléments de la réforme du 5 mars 2014. Donc ce poste a été créé au niveau de Sauvegarde 13, et Sauvegarde 13 aujourd'hui, c'est une association de 1200 salariés environ, donc importante. Association qui en plus est dans un contexte tout à fait particulier, puisque elle regroupe aujourd'hui 4 pôles d'activité suite à des regroupements d'associations, fusions, absorptions d'associations, puisqu'aujourd'hui Sauvegarde 13, c'est un regroupement de l'ancienne ADSEA des Bouches-du-Rhône, de l'association A3SEA également des Bouches-du-Rhône, et dernièrement donc d'une association de l'aide à domicile qui s'appelait l'APAF. Donc aujourd'hui une association avec des pôles d'activité qui ont été constitués autour de secteurs d'activité, donc du secteur d'activité donc de l'aide à domicile, autour donc d'un SIAD et d'un SAAD autour de l'aide à domicile, un pôle qui aujourd'hui regroupe les établissements petite enfance. Donc là, nous avons 3 crèches du secteur donc petite enfance. Ensuite, un secteur du médico-social. Donc un pôle d'activité médico-sociale où là vous avez un foyer d'hébergement, un SAMSA, un SAVS, des IME, une entreprise adaptée, des ESAT. Et enfin, vous avez le pôle protection de l'enfance, donc tout le service AEMO, anciennement A3SEA. Donc une association qui gère 3 conventions collectives, et donc qui en plus au niveau de ses OPCA, donc à 2 OPCA partenaires, puisque nous travaillons à la fois avec Unifaf mais aussi avec Uniformation. Donc contexte particulier d'un regroupement fusion qui se fait
à peine, hein, donc on est encore dans le travail de réorganisation, bien qu'aujourd'hui il y ait cette organisation en 4 pôles d'activité, avec un siège qui est en pleine interrogation sur sa structuration. Comment positionner le siège comme support aux établissements, et donc également comment positionner un poste comme le mien aujourd'hui créé au niveau donc du siège en direction des établissements. Alors, moi, ça fait longtemps, donc j'ai un parcours un peu particulier dans le secteur, puisque ça fait longtemps que je suis en responsable de formation. J'ai d'abord commencé ma carrière au collège coopératif comme coordinatrice de formation de formateurs, le DEPS, formation de formateurs à l'époque. Ensuite, j'ai, moi, profité du système de la formation, puisque j'ai fait, à l'époque, ça s'appelait un DESS, donc de responsable de formation sciences de l'éducation, pour ensuite rebondir et prendre un poste donc à l'URIOPS, PACA, de responsable du service formation de l'URIOPS, où je suis restée 17 ans. Donc je connais du coup bien l'ensemble des établissements, associations et établissements de la région PACA et Corse. Enfin, j'ai fait 5 ans de direction d'un centre de formation qui s'appelle le GIAPATS, qui est le centre de formation d'apprentis de la région PACA. Et enfin, donc, j'ai ce poste au niveau de la sauvegarde. Ça éclairera peut-être mon propos. Alors, ce que j'ai voulu, moi, dire par rapport à la question qui m'avait été posée. La question qui m'avait été posée, c'est en quoi aujourd'hui la question de la formation se pose différemment, et comment aussi la construction du plan, comment un plan de formation aujourd'hui peut se construire au regard de la réforme donc, de la loi du 5 mars 2014. Alors, pour moi, il y a cette réforme, mais je ne citerai qu'un ouvrage qui avait été un ouvrage que j'avais lu pendant mon DESS de sciences de l'éducation, de Gilles Auxerre, qui s'appelait L'investissement formation, ouvrage qui était édité aux éditions d'Organisation et qui date de 1985. C'est pour vous dire que j'ai l'impression qu'on réinvente quelquefois des choses. Et on réinvente notamment, sachant que la dernière réforme sur la loi sur la formation tout au long de la vie datait de 2004. Et moi, j'ai le sentiment qu'au niveau, tout au moins de ce que j'ai pu repérer dans mon parcours professionnel, que cette loi était encore difficilement appliquée et comprise des personnels de direction et d'encadrement. On arrivait à peine à comprendre ce que c'était que le DIF, et on arrivait à peine à articuler les différents dispositifs proposés par la dernière loi, qu'aujourd'hui déjà arrive cette nouvelle réforme. Alors, par rapport aux propos qu'on a entendus ce matin de la DAPI, moi, je constate d'autres choses. Peut-être que aussi, selon les associations, selon qui, quel est le projet associatif, quel est le projet d'établissement, il y a des choses qui peuvent diverger au niveau donc de la mise en place des actions de formation au sein des établissements. Alors, un postulat peut-être de départ. Pour moi, la formation, ça n'est pas du tout une fin en soi. Donc rappeler ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. La formation, elle doit servir à quelque chose. Donc la question que l'on doit se poser en permanence dans la fonction que j'occupe, c'est à quoi sert la formation ? À quoi elle peut servir ? Donc ce postulat étant dit, je pars aussi du principe et d'une définition. C'est quoi un plan de formation ? Puisque la question qui m'était posée aussi, c'est comment on peut construire un plan de formation qui aujourd'hui pourrait être plus pertinent au regard aussi de la réforme sur la loi sur la formation professionnelle. Alors un plan de formation, c'est quoi ? C'est un ensemble d'activités, alors un ensemble d'actions de formation définies dans un cadre de gestion prévisionnelle, de gestion des compétences, en lien avec le projet associatif, décidé par l'employeur. Voilà la définition. Donc, action de formation. Cette définition, elle me permet à moi ensuite de développer les 3 points que je voulais aborder avec vous. Donc, cette définition, donc un ensemble d'actions de formation définies par l'employeur, qui s'inscrit dans un cadre plus général de la gestion des compétences, et enfin, en lien avec le projet associatif. Premier point, en quoi la réforme interroge donc la construction du plan.
Alors effectivement, on l'a dit ce matin, investissement, formation, on en parle beaucoup. Donc comment aujourd'hui les employeurs vont pouvoir se saisir de la réforme pour construire un plan de formation qui soit plus pertinent en fonction des projets associatifs. Donc en fait, il faut absolument, et ça a été dit tout au travers du discours de l'intervention plutôt du DRH de l'ADAPI, pour qu'un plan de formation soit pertinent, il doit être lié donc obligatoirement au projet associatif, au projet d'établissement, au projet de service, ou même si on va jusqu'au projet de la personne. Donc, mais ça, c'est bien beau de le dire. Ça veut dire que du coup, ces orientations stratégiques sont explicites, sont définies par le conseil d'administration, la direction générale des associations. Donc ça veut dire que déjà le premier travail à faire pour élaborer un plan de formation qui tienne la route, ça veut dire qu'on doit avoir des axes stratégiques d'évolution définis par le conseil d'administration et la direction générale d'une association. Ça, déjà, si on a ça, c'est bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc déjà, le premier boulot, je dirais, quand on veut construire plan de formation, c'est de bien éclairer les orientations stratégiques et les évolutions des activités de l'association et des établissements. Ça, c'était le premier point. Donc, c'est très important parce que, et c'est important par rapport à ce qu'on disait ce matin, par exemple, si on reprend les entretiens professionnels, on sait que, en tout cas, au niveau sauvegarde 13, là aussi, le choix qui a été fait, que ce soit les N+1 qui mènent les entretiens professionnels. On sait qu'au niveau des entretiens professionnels, les N+1 vont devoir présenter ces axes stratégiques, ces axes d'évolution, ces objectifs d'évolution. S'ils ne les connaissent pas, ils vont être en difficulté. Et ça sera peut-être mon troisième point, mais on en a déjà parlé ce matin, d'où l'importance de la formation et le changement de posture du personnel intermédiaire sur lequel il faut qu'on travaille. Donc, première chose, et d'ailleurs on voit cette question du lien du plan de formation au projet associatif, projet d'établissement, projet de service, projet personnalisé. Elle est rappelée notamment au niveau de l'articulation avec le projet associatif sur un document maintenant dont on parle beaucoup qui s'appelle la note d'orientation, formation dans les associations. Donc cette note d'orientation, elle doit en amont dire vers où on va, vers quelle activité on va, quelles sont les activités que l'on veut développer pour que on articule ensuite les besoins de formation. Souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'on suppose que pour construire un plan de formation, on part des besoins de formation. Non, on ne part pas des besoins de formation, on part des besoins d'évolution d'une association pour ensuite travailler sur un autre niveau donc d'objectifs qui vont être des objectifs après de formation ou même des objectifs pédagogiques. Donc ça, c'était mon premier point. Donc construire un plan de formation qui tienne la route, ça veut dire d'abord qu'on a bien travaillé à éclairer les orientations stratégiques de l'association, de l'établissement, donc tous les liens qui doivent être faits entre projet associatif et formation. Le deuxième point que je voulais développer, c'est qu'aujourd'hui, parler de la formation, c'est articuler emploi, compétences, formation. Donc pour que demain, les plans de formation, là encore, soient pertinents, cela suppose que l'on articule au mieux donc, cette notion d'emploi, de compétences et de formation. On en a parlé ce matin là aussi. Ça veut dire comment les associations s'approprient une démarche de gestion des compétences. On doit aujourd'hui, pour pouvoir mieux mesurer en fait les effets de la formation, on doit partir
aujourd'hui des travaux qui sont menés par d'ailleurs les syndicats employeurs. Hein. Le Cinéas a fait un document. Le Cinéas a un groupe de travail. Cinéas, c'est le syndicat d'employeurs donc de notre secteur, un des syndicats employeurs. Cinéas et Fegapay, hein, puisque maintenant ils sont ensemble, ont travaillé a mis en place un groupe de travail au niveau donc du Cinéas autour de ces questions de ressources humaines et autour de la question de la gestion des compétences, notamment en travaillant sur aujourd'hui l'importance de la cartographie des métiers. Donc là aujourd'hui, pour que le plan de formation s'y s'inscrive et s'articule au mieux, on doit déjà être au clair sur quels sont les métiers qui existent au sein d'une association. Sachant qu'à la sauvegarde, on a vraiment des métiers très divers, hein, puisqu'on touche des secteurs d'activité très différents. Donc, première chose, cartographie des métiers. Ensuite, travail autour des fiches emploi. Ensuite, travail autour des référentiels de compétences pour justement mesurer ces écarts. Tout ça, aujourd'hui, en tout cas, dans l'association dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est un chantier qu'on n'a pas encore ouvert et sur lequel on devrait travailler. Mais dire ça, là encore, c'est comment le travailler qui est important. Parce que le comment le travailler, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que moi, dans mon coin, responsable de formation, je pourrais travailler, faire une cartographie des métiers, faire des fiches emploi, faire des référentiels de compétences et le proposer par la suite dans l'organisation de la gestion de l'association. Je ne pense pas que c'est des effets positifs. Moi, je suppose que pour ce travail-là, il faut impliquer les différentes parties prenantes de l'association pour qu'ils s'approprient la démarche. Parce que là aussi, c'est faire évoluer les salariés, les IRP, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est bien dommage, mais bon, il y a aussi du côté des IRP un travail important et une fonction importante, notamment par rapport à la formation professionnelle. Donc, comment impliquer les différentes parties prenantes dans la photographie que l'on voudrait donner de notre association en termes de cartographie des métiers, dans comment impliquer, définir un groupe de pilotage où peut-être il y aurait des administrateurs, des représentants des administrateurs, des représentants des directions, des représentants des professionnels et peut-être, pourquoi pas, des représentants des usagers. On n'en parle pas beaucoup, mais petit à petit, on va y arriver. Des groupes de travail pour qu'on fasse travailler les salariés eux-mêmes sur leurs référentiels, les fiches emploi et leurs référentiels compétences. Donc ça, c'était le deuxième axe sur lequel je voulais intervenir, parce que là aussi, pour qu'on y arrive et pour que c'est du sens pour tout le monde, il faut qu'on arrive à mettre en place une démarche participative sur la gestion des compétences. Troisième point, on en a parlé ce matin longuement, donc j'insisterai pas. Je crois que la place aujourd'hui des directions, mais aussi des cadres intermédiaires, des chefs de service, est interrogée aujourd'hui, notamment par rapport à cette fonction de conseil qu'ils vont avoir à développer. Sachant qu'aujourd'hui, bien que nous, au niveau de la sauvegarde, on ait mis en place déjà des outils, les entretiens professionnels, la formation a eu lieu, on a mis en place des outils. Il n'empêche que le retour que l'on a aujourd'hui des chefs de service, c'est qu'ils se sentent un peu démunis, qu'ils ne savent... Alors, pour certains, ne sont pas suffisamment au clair sur les objectifs de développement stratégique de l'association, des établissements ou de leurs services, et du coup sont en difficulté là aussi. Et on le sait parce que derrière aussi, il y a tout ce travail autour des entretiens professionnels, mais il y a le travail, on en a parlé un petit peu ce matin, mais sur les entretiens, alors ce matin on disait de progrès, moi je dis d'objectifs ou d'évaluation, parce que là aussi ça va être un moment important pour qu'on puisse adapter au mieux les actions de formation. Bon voilà, parce que sinon Non mais c'est pour très l'instant, riche, voilà. c'est très frustrant d'interrompre à chaque fois, mais
on est dans des principes de reconstruction. Alors finalement, il y a différentes entrées. Il y a celle qu'on a expliquée tout à l'heure. Il y a celle de la compétence ou de la relation qui est mise en œuvre, concrète, etc. Donc on voit bien qu'il y a là des pistes dont on retiendra l'intérêt tout à l'heure en conclusion, mais qui sont quand même toutes dans le même sens. C'est-à-dire qu'on est vraiment à reconstruire autour de catalyseurs nouveaux et non pas autour de problèmes spécifiques et techniques ou de gestion, etc. Ma fonction est responsable de formation, développement des compétences. Donc j'ai rajouté développement des compétences, parce qu'au début, on voulait m'embaucher comme responsable de formation. J'ai voulu déjà faire le lien entre formation et développement des compétences. Mais un responsable de formation, c'est un chef de projet. Et donc il doit, j'y tiens, bon c'est peut-être mes origines, un collège coopératif qui ressortent, mais être chef de projet, ça veut dire aussi être en capacité à recueillir l'information, à poser un diagnostic, à rencontrer les différentes parties prenantes pour ensuite déterminer des axes d'action et des axes de formation pour que c'est du sens. Voilà. Alors, je voudrais insister sur le fait que Pascal a souligné l'importance capitale à ses yeux et aux nôtres d'associer toutes les parties prenantes d'une structure associative. Une structure associative, ce n'est pas une entreprise tout à fait comme les autres. Précisément, elle a pour... qu'on n'associe pas toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les bénévoles qui sont en général dans nos structures très professionnalisées au niveau de la gouvernance, des conseils d'administration, etc., au projet associatif et au développement des axes stratégiques, mais avec les autres parties prenantes que sont les salariés, les diverses catégories de salariés, donc plus les usagers, éventuellement tel ou tel partenaire, mais au sens précis du terme, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la structure par des conventions de partenariat, parce qu'aujourd'hui on parle de réseau partenaire n'importe comment, quoi. C'est devenu un mot valise. Eh bien, évidemment, on rate le problème de la constitution du plan de formation. Le plan de formation ne peut découler effectivement que des orientations. Et c'est quand même une spécificité de l'entreprise associative. Le dialogue social, ce qui est décrit dans la loi, ne se limite pas aux partenaires sociaux stricto sensu, c'est-à-dire aux syndicats représentatifs des salariés, aux organismes représentatifs des salariés et des organisations patronales. C'est pas ça uniquement le dialogue social. Il implique toutes les parties prenantes. Voilà. Merci. Une autre intervention, une question, une remarque parmi vous? Oui. Oui, merci. Juste une remarque par rapport aux besoins dont vous avez parlé. J'ai entendu cartographie des métiers, nécessité de mettre en place une cartographie des métiers, ensuite tout un processus de visibilité sur les compétences attendues, etc. Et tout cela évoque pour moi la GPEC. Donc je suppose que c'est un chantier qui est vraisemblablement en prévision et de ce fait, si je refais un lien, compte tenu de la réforme de la formation, désormais, dans les accords de GPEC devront être systématiquement intégrées les prévisions en matière de formation. Mais voilà, mais c'est une remarque et un petit peu une interrogation, puisque ça n'a pas été évoqué. Enfin, la oui, GPEC, quoi, voilà. Mon propos allait dans ce sens, tout à fait. Sachant qu'après, la réalité aujourd'hui est que beaucoup d'associations de plus de 300 salariés n'ont pas encore négocié d'accord GPEC. Signer des accords et mettre en place des méthodologies GPEC stricto sensu, c'est une technique comme une autre. Mais par contre, on peut s'en servir pour s'approprier la question des compétences ou pour s'approprier une forme de management à l'écoute ou au conseil, etc. C'est-à-dire que tous ces dispositifs-là sont soit des zinzins techniques qui font florès, qui nourrissent de nombreux consultants, de nombreuses pertes d'argent, ou qui permettent de se saisir. C'est une opportunité pour reconstruire un petit peu un schéma qui est un projet, qui est une stratégie, qui est une culture partagée. Donc voilà, on est toujours sur
soit on en fait un usage qui me fait mal au dos, soit on en fait un usage apprenant et dynamique. Voilà, on a beaucoup d'exemples cet après-midi de ce positionnement. Alors ça me permet de solliciter François Debelle avec une question finalement à travers tout ce qu'on peut dire de quelle formation, de quel projet on parle en fait, parce que cette loi elle répond à un contexte, elle est issue d'une négociation nationale inspirée par le monde industriel principalement, un peu peut-être celui du commerce, mais en tout cas du grand commerce. Et elle vient nous impacter, elle nous oblige à re-signer un accord de branche, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle formation vise de qui? Et au fond, qu'est-ce que ça peut révéler? Alors peut-être avant de répondre, j'aimerais bien réagir à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les propos d'un DGA qui disait les usagers, on s'en fout. Je ne pouvais pas commencer sans réagir sur cette phrase lamentable en disant que, bon, je pense que vous êtes tous de mon avis pour dire qu'on ne s'en fout pas et que je pense que ce DGA devrait faire une formation obligatoire sur le sens de l'action sociale, peut-être sur l'exégèse du projet que nous avait laissé la résistance en 1945, et de se rappeler que l'action sociale, c'est le sens de notre société, c'est-à-dire c'est notre projet commun, et c'est pas le projet de Michelin. On aime bien Michelin par ailleurs, mais on n'est pas là pour effectivement aider les entreprises qui savent très bien faire leur travail. Nous, par contre, on porte un autre projet qui est celui de la société, qui est de faire advenir des systèmes qui permettent de s'occuper des plus petits d'entre nous, c'est-à-dire des plus vulnérables. Donc les usagers, on ne s'en fout pas. Bon, enfin, excusez-moi, c'était juste pour... Oui, juste un point, d'ailleurs, la formation n'est pas une fin en soi. Par contre, elle doit permettre d'améliorer la qualité. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais dans les associations, elle est là que pour améliorer la qualité des prestations que l'on propose aux bénéficiaires. Oui, donc ça suppose effectivement d'avoir un regard sur ces bénéficiaires qui soit autre chose que les valeurs que nous amène massivement le monde marchand. Et c'est vrai qu'il faut repérer qu'aujourd'hui, on est débordé par les valeurs marchandes et qu'on a beaucoup de difficultés, y compris dans notre secteur, à rester sur des constantes qui ne sont pas marchandes. On ne veut pas marchandiser l'action sociale comme on ne veut pas marchandiser le sanitaire. Alors, donc à la question posée, je disais, en préparant, enfin on discutait avec Gérard, et je lui disais que lorsque j'étais adolescent, je me rappelle avoir vu à la télévision des personnes qui faisaient partie des plans sociaux de la disparition de la sidérurgie dans l'Est de la France. Peut-être certains d'entre vous se rappellent de ces informations où on voyait des salariés de la sidérurgie qui crevaient l'écran, il faut le dire, en disant j'ai une formation interne, je suis capable de souder la nuit, le jour, dans l'eau, etc. Mais tous ces métiers que j'ai appris à l'intérieur de la sidérurgie, personne n'en fera cas quand je vais commencer à chercher du travail dans d'autres secteurs. Et on voyait donc des gens défiler à l'écran avec la cinquantaine, et on se disait qu'effectivement, on ne voyait pas comment ils allaient pouvoir retrouver autre chose dans un autre secteur, tellement ils étaient marqués par une filière, un métier, et même à l'intérieur par différentes techniques de fabrication. Alors c'est vrai que dans la tendance qu'il y a depuis 30-40 ans dans les différentes réformes qu'on a vues passer, et peut-être plus sensiblement depuis 2009, on voit effectivement la prise en compte de l'individualisation des parcours. Et c'est sans doute parce que ceux qui pensent ces réformes ont aussi ces images dans la tête de permettre effectivement à ce qu'on prenne en compte l'itinéraire individuel, même si on doit partir, on l'a entendu à l'instant, même si on doit partir évidemment des évolutions des secteurs, des évolutions des métiers, des évolutions des associations elles-mêmes et de leurs propres besoins. Mais si on voit une intention politique dans les différentes réformes, il me semble que c'est celle-là, c'est effectivement de rendre le salarié acteur de son propre itinéraire. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est une phrase qui sonne bien, sauf que, bon, il me semble, à vue de ma fenêtre, que là, la réforme, elle était quand même assez violente, assez rapide, pour ne pas dire trop rapide, et il y a quand même de la casse au rendez-vous, puisque dans les premiers mois de cette année, on a quand même vu pas mal de centres de formation continue disparaître purement et simplement, et on a vu beaucoup de formations annulées
et des programmes qui ont été reportés à maintenant, où effectivement on se retrouve avec une grosse demande en ce moment. Enfin, tout ça n'est pas très normal. On aurait pu prendre 1 an de plus ou 2 ans de plus, peu importe, pour faire un peu différemment. Enfin, c'est mon avis et je le partage, hein, puisque c'est l'opinion à laquelle je me range le plus souvent. Voilà. Mais donc on trouve dans cette intention de réforme, cette individualisation, et puis peut-être le fait qu'on est allé au bout, où on a usé aussi le concept de plan de formation, avec ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire des plans de formation qui sont pertinents à 30%, utiles à 30%, et puis les 40% qui restent, parfois c'est de la gestion un peu d'un budget, pas forcément d'une intention. Bon. Donc ce plan de formation, il avait sans doute en lui-même des éléments qu'il fallait amender ou faire progresser. En tout cas, c'est ce qui s'est passé, puisqu'on a maintenant une réforme qui nous met dans une configuration tout à fait nouvelle. Et à mon avis, cette réforme prend bien en compte à la fois le zapping professionnel et l'usure professionnelle, puisque en l'occurrence le zapping n'est pas forcément un défaut, puisqu'on a en même temps l'usure qu'il faut prendre en compte. Alors, par rapport à ce que fait l'URIOPS, parce que l'URIOPS a été créé par ses propres adhérents, pour être un peu un outil politique ou un outil d'observation. Et quand on regarde l'évolution actuelle du secteur social et médico-social, on peut dire globalement qu'on est aujourd'hui dans une phase un peu nouvelle. On a eu une première phase après le fameux Conseil de la Résistance, dont on parlera à ce fameux DGA. On a eu après la... C'est pas la peine, bon d'accord. On a eu une première phase qui a été l'amplification de la création et de l'apparition d'établissements et de services, puisqu'aujourd'hui on en dénombre, paraît-il, 35 000, je dis paraît-il parce qu'on voit des chiffres totalement différents selon les publications, mais on a environ 35 000 établissements et peut-être un certain nombre de services qui s'ajoutent à ça. Et ça a été donc toute une phase de création. Ensuite, globalement, une phase où on a professionnalisé les acteurs, on a professionnalisé les modes d'action, et c'est très bien. Et on a ensuite vu arriver, et ça s'amplifie aujourd'hui, les logiques de coordination. Coordination, coopération, en tout cas de mise en commun de modes d'action ou de moyens pour améliorer la prise en charge globale des usagers et puis aussi pour éviter les ruptures de prise en charge qui sont, comme vous le savez, souvent des drames qui se passent sans bruit dans nos établissements, mais qui sont des véritables drames pour ceux qui les vivent. Alors cette nouvelle façon, on va dire, de nous mettre en ordre de marche, enfin en tout cas de nous mettre en guerre contre la dépendance, en guerre contre ceux qui sont dans l'exclusion, etc., eh bien ça nous amène aussi à, on peut dire, de nouveaux métiers. En tout cas, on voit émerger des nouveaux besoins en termes de métiers. Alors j'en ai noté quelques-uns parce qu'on a encore du mal à mettre des mots dessus, encore qu'on voit déjà fleurir quelques formations donc, qui sont les bienvenues évidemment. Et j'ai entendu parler tout à l'heure des Mayas. On peut aussi citer les PAERPA et les SPASAD qui sont des modes d'intervention qui mettent en jeu plusieurs acteurs, voire un grand nombre d'acteurs. Quand on regarde les PAERPA par exemple, c'est assez impressionnant de voir l'ensemble des acteurs qui sont coordonnés ou pilotés à l'intérieur d'un PAERPA. Alors PAERPA, c'est pour les personnes âgées, hein. Je ne rentre pas dans le détail, mais en fait on coordonne, si vous voulez, sur un territoire tous ceux qui sont de près ou de loin en lien avec une mission particulière auprès des personnes âgées. Alors dans ce type de coordination, ce qui est un peu compliqué en ce moment, c'est qu'on se demande qui a la légitimité pour devenir le pivot de ces mécanismes. Dans les PAERPA, par exemple, on se dit bon, c'est plutôt une fonction de type sanitaire, enfin une compétence plutôt de type sanitaire, puisqu'il faut pouvoir parler à 80% d'acteurs qui sont surtout des acteurs du sanitaire. Mais on ne sait pas encore, enfin ici et là, il y a déjà des PAERPA avec des fonctions de coordination, donc on voit déjà quel profil se dessine. Mais c'est vrai que là, on se dit qu'il y a certainement en fait des spécialisations à accompagner par un plus, c'est-à-dire par un plus qui va être la fonction de coordination.
Pareil sur les parcours de personnes touchées par le handicap, on a aussi là de la coordination intra ou inter établissement, et là aussi on pense que ça va être plutôt porté par des personnes qui sont déjà dans le métier. Mais ce n'est pas forcément la même chose lorsqu'on voit dans l'organisation d'une association se créer des pôles géographiques ou territoriaux. Puisque dans ces pôles, on l'a bien vu avec l'exemple de la sauvegarde, vous allez trouver dans un pôle géographique des établissements qui ne se parlent pas, qui n'ont 3 conventions collectives différentes, ça c'est un aspect, mais qui sont aussi sur des logiques d'intervention différentes, des financeurs différents, des schémas et des programmations différentes. Et donc pour le pauvre coordinateur qui va s'appeler directeur de territoire ou directeur de pôle, on lui souhaite bien du plaisir parce qu'il va falloir qu'il soit à minimum spécialisé dans beaucoup de métiers différents. Et ça donne donc des profils assez durs à recruter parce que souvent on voit plutôt arriver à ces postes des gens qui ont un certain niveau et une certaine expérience, donc ils sont passés forcément dans une filière ou dans un métier, et on leur demande tout d'un coup en prenant ce poste d'être immédiatement opérationnel sur les autres secteurs. Donc ce cadre, vous voyez, responsable de territoire intersectoriel, bon, c'est quelqu'un qui dort peu, qui lit beaucoup, et en l'occurrence, qui est difficile à recruter. Donc, bon, on peut imaginer là d'avoir aussi, peut-être imaginer des parcours d'accompagnement de ces prises de fonction, parce que c'est pas très simple. Et puis là, on voit émerger aussi un autre type de coordination, c'est ce que j'appelle la coordination de type PIFTO. Vous savez qu'on a un rapport qui est paru il y a quelques mois d'un monsieur qui s'appelle Pifto et qui est un véritable pavé dans la mare. Je vous conseille la lecture de ce rapport. Je ne vous conseillerai pas la lecture de tous les rapports, mais celui-là, je vous le conseille. Ce monsieur Pifto a jeté un pavé dans la mare en disant, au lieu de partir des besoins et de définir les mécanismes, ou en tout cas la toile d'araignée sociale, médico-sociale ou sanitaire, je vais partir du contraire, c'est-à-dire je vais regarder ce qui existe dans un territoire et comment j'en fais profiter tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et donc le rapport s'appelle rapport Pifto 0 sans solution pour ça, pour cette raison, c'est-à-dire qu'en fait on peut construire des parcours hebdomadaires ou mensuels qui permettent effectivement de profiter des accueils de jour, de profiter des internats, de profiter des accès à différents services pour tout le monde. Mais vous voyez que ça donne au niveau des territoires, c'est une révolution. C'est une vraie révolution dans les esprits. Pour l'instant, c'est en expérimentation et je pense que c'est l'avenir dans tous les secteurs. Enfin, pour l'instant, c'est le secteur du handicap, mais je vois que cette logique va forcément s'imposer dans tous les secteurs parce que c'est génial. Parce que c'est génial et que ce monsieur, avec son itinéraire de haut fonctionnaire, eh bien, il a fait un rapport qui ressemble à tous les rapports. Au niveau présentation, c'est les mêmes logos. Sauf que c'est une révolution, en tout cas culturelle, pour tous les acteurs de terrain. Voilà. D'autres sujets qu'on estime nouveaux vu de notre poste d'observation, c'est le thème de la laïcité. Alors tout à l'heure, on a dit, donc M. Grognou en l'occurrence a dit, on a eu une phase où l'action sociale était surtout animée, pilotée, dirigée par des personnes qui étaient liées à l'Église catholique, enfin en tout cas des congrégations ou des prêtres, etc. Et puis il y a eu ensuite une phase un peu, on a entendu laïcarde, c'est-à-dire un peu une réaction, ou en tout cas bon. Et puis on arrive aujourd'hui à une phase où finalement on a une impression que les travailleurs sociaux, finalement, la question du fait religieux n'est plus forcément leur problème. Ou en tout cas que... Alors ça devient leur problème parce qu'aujourd'hui, il y a justement un certain nombre de revendications, surtout d'origine venant de l'islam, et ce sont des jeunes, souvent dans les maisons d'enfants ou dans la prévention spécialisée, qui effectivement demandent s'ils peuvent, etc. Et on se retrouve là avec des travailleurs sociaux qui souvent sont un peu embarrassés parce que d'abord ils savent pas forcément si la neutralité, la laïcité s'applique à eux. Et la réponse c'est que ça dépend où ils sont. Et on a aujourd'hui beaucoup de travailleurs sociaux auto-bloqués sur le sujet avec des jeunes qui continuent leur parcours avec Internet parce qu'Internet parle plus que les éducateurs. Autre sujet important aujourd'hui, vous le savez, puisque depuis 2008-2009, il y a un tassement des budgets, pour ne pas dire ici ou là des diminutions. D'ailleurs, on n'en a toujours pas l'explication et on est contre. Enfin, je dis on est contre, c'est-à-dire notre réseau UREOPS est contre
les baisses qui ont été décidées par le gouvernement, c'est-à-dire les 50 milliards, dont 9 milliards pour l'ARS et 11 milliards pour les dotations aux collectivités locales. C'est un suicide, ou en tout cas c'est une dégradation annoncée de notre cohésion sociale, de nos systèmes de santé, et donc on n'a pas de raison aujourd'hui d'être d'accord avec ce système, surtout qu'on ne nous a toujours pas expliqué pourquoi on fait ça. Je ne sais pas si vous avez entendu Michel Rocard qui a jeté un pavé dans la mare et qui a dit « Si vous cherchez de l'argent, arrêtez la dissuasion nucléaire, ça nous coûte 18 milliards par an, ça fera ça de moins, plutôt que d'avoir des sous-marins qui tournent à rien faire, on s'occupera mieux des personnes dans les hôpitaux. » Alors le lendemain, il a dû s'excuser, parce que vous savez comment ça marche, la politique et les médias, mais il a raison. C'est bien des arbitrages nationaux qui sont faits en ce moment, et ils sont faits aujourd'hui à hauteur de 20 milliards sur l'action menée par les associations. Donc on a, à cause de ce tassement budgétaire, on a des nouveaux besoins dans les associations qu'on appelle l'hybridation des financements. Encore un mot savant pour dire qu'il faut aller chercher de l'argent puisqu'on en a moins du côté du public. Alors ça, c'est pas forcément d'ailleurs quelque chose de malheureux puisque ça nous ramène à nos fondements, puisque souvent les associations étaient créées avec des moyens privés. On entendait la naissance de l'ADAPT 13, c'était effectivement une initiative privée, mais c'est le cas dans 90% des cas. Mais enfin, ça demande aussi de nouvelles compétences, et c'est vrai que il y a ici ou là déjà des formations, mais on pourrait inventer quelque chose de peut-être plus consistant. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les passerelles et qui nous paraissent aujourd'hui très très importantes, c'est-à-dire les passages intersectoriels. Je prends juste un exemple. On a regardé avec Unifaf et Uniformation, on a regardé la possibilité de création d'un GEC. Alors les GEC, c'est un outil génial, vous le savez. On a regardé la création d'un GEC qui pourrait permettre à des personnes qui sont dans l'aide à domicile, et donc souvent à temps partiel, et donc souvent avec des salaires bien en dessous du SMIC et pendant longtemps, au point qu'on voit des gens prendre leur retraite avec des retraites absolument invivables. Eh bien, on a imaginé la création d'un GEC qui permettrait de passer de l'aide à domicile aux EHPAD ou aux maisons de retraite, en suivant donc un parcours par les contrats de professionnalisation. Donc c'est une concrétisation comme une autre, mais c'est pour dire qu'effectivement les passerelles sont aussi un sujet effectivement aujourd'hui de réflexion importante. Voilà, et donc pour finir, je dirais que l'action sociale, c'est globalement un ensemble d'organismes, mais c'est globalement un ensemble vivant et changeant. Donc effectivement, ça nous oblige tout le temps à bouger, c'est une constante. Mais c'est en même temps une obligation aussi pour l'ensemble des acteurs, puisque moi j'ai vu dans une maison d'enfants il n'y a pas longtemps, un groupe d'une trentaine d'éducateurs qui sont dans cet internat depuis au moins 20 ans tous, et certains depuis plus de 30 ans. J'ai pas trouvé, si vous voulez, il me semblait que le CO2 était supérieur à l'oxygène, si vous voulez. Et il m'a semblé que si on avait pu, ou si on pouvait aujourd'hui aménager des passerelles pour ces gens-là, pour ces personnes, en leur donnant par exemple une qualification de type assistant familiaux spécialisé, ça leur permettrait au bout de 20 ans d'internat de sortir peut-être sur d'autres types de métiers sans perdre leurs compétences et leur appétence. Mais là, on est quand même sur certains métiers en train d'attendre que l'usure nous les fasse démissionner, quoi. Et ça, c'est dommage. Voilà. Aujourd'hui, même au niveau des conventions collectives, donc il y a des avancées qui se font, et notamment aujourd'hui, puisque sur Sauvegarde 13, on a des intervenants à domicile, et puis on a des SAMSA et SAVS par exemple au niveau donc du handicap. On travaille, on souhaite travailler donc ces passerelles, sachant qu'aujourd'hui les passerelles entre AMP, donc le diplôme d'AVS ou d'AMP aujourd'hui ont été reconnues. Il y a aussi des passerelles aujourd'hui. Donc là, on parlait ce matin aussi de l'innovation dans le cadre des instituts de formation en travail social. Je crois que là aussi, il y a un travail à faire. Il y a des passerelles aussi aujourd'hui sur les TISF qui sont aujourd'hui reconnus dans le cadre de la convention collective de 66. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui commencent à
à évoluer. Voilà. Et avec la reconnaissance, ça au niveau des diplômes, des reconnaissances et des validations possibles pour que la personne n'ait pas à repasser l'ensemble du cursus quand elle a déjà un diplôme d'AMP ou d'AVS pour être AMP. Donc là, il y a des choses quand même qui commencent à... Il y a peut-être des représentants là d'instituts de formation qui ont travaillé sur ces notions de passerelle. La notion de passerelle, elle va aussi, de fait, avec une diversification des cadres de gestion du travail. Et là, on touche à un modèle qui s'est construit au fil des années par accumulation de négociations partielles. Ça ne fait pas un grand bon système. Voilà. Donc il y a quand même un enjeu aussi, de ce point de vue, de se retrouver une base plus souple et plus ouverte, et qui donne aussi aux salariés des cadres de progression et de diversification de leur parcours plus intéressants. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, les chemins sont extrêmement balisés au point de parfois des ornières, comme l'exemple qu'on a cité là. Donc il faut absolument qu'on trouve la solution sans perte, mais il faut quand même que le système change un peu. Et c'est un peu le travail qui est en cours à l'heure actuelle. Merci à tous les deux. Et donc, on va vous proposer de passer à la dernière phase de ce débat. Merci beaucoup. J'avais une question par là. C'était pour aller dans le sens de ce qui avait été dit, parce que moi, je représente un OPCA, c'est l'OPCA Uniformation. Et je pense qu'aujourd'hui, les cadres des autres... Je vous présente Madame de Souter, qui est la déléguée régionale d'Uniformation. Merci d'être là. Voilà, je vous en prie. Ça me pose des tas de questions, parce que moi, aujourd'hui, je suis venue cet après-midi pour écouter un petit peu les réflexions des employeurs, parce que je m'aperçois qu'en définitive, les OPCA n'arrivent pas vraiment à bouger leur cadre pour le moment. Puisque quelque part, le plan de formation, elle l'a bien dit, Pascal Jacquelin, quelque part, aujourd'hui, il faut le concevoir un petit peu différemment. On n'est plus sur de l'achat de stages de formation et toutes les notions d'imputabilité éclatent. Et donc, il va falloir effectivement que les OPCA ouvrent leur cadre pour financer du tutorat, pour financer des échanges de pratiques d'une association à une autre. Et si les OPCA ne le font pas, ils ont du souci à se faire sur leur avenir. De la même façon, ça m'intéresse beaucoup ce que vous disiez, Monsieur Debelle, par rapport aux passerelles, parce que effectivement, dans les OPCA, ça fait partie des questions de fond aujourd'hui. C'est comment travailler sur la sécurisation des parcours, sur la mobilité protégée des individus. Et on a travaillé avec UNIFAF là, pendant 3 ans sur des passerelles entre l'aide à domicile et le sanitaire et social. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est génial, il y a le CPF qui arrive. C'est formidable. On va enfin pouvoir travailler sur les passerelles. Et là, tous mes rêves ont explosé. Ils ont explosé parce qu'on est sur des listes éligibles et qu'il faut absolument que les partenaires sociaux puissent faire bouger les lignes. Quand on travaille sur une aide à domicile qui devient aide-soignante, ça ne sera pas un problème parce que la formation d'aide-soignante fait partie des listes éligibles du CPF pour la branche de l'aide à domicile. Mais si on veut travailler sur des problématiques de temps partiel partagé, en ce moment, un des projets qui nous soucie, ça serait d'essayer de trouver des temps partiels partagés entre les animateurs périscolaires qui ont des temps très partiels le soir, et par exemple le métier d'aide médico-psychologique à domicile le matin. Si un animateur veut se former au métier d'AMP, il ne le pourra pas, parce que sur la liste de la COPAREF, qui est la liste, excusez-moi, je pense que vous avez vu ça ce matin avec UNIFAF, sur la liste de la COPAREF, la formation d'AMP est accessible aux demandeurs d'emploi, mais n'est pas accessible aux salariés. Donc, je suis très contente que vous interveniez sur les passerelles, parce qu'aujourd'hui, on a des outils en main, et l'outil, c'est le CPF, et il faut vraiment, s'il y a des partenaires sociaux dans la salle, je les appelle à bouger les lignes, à bouger les cadres, parce qu'il faut que cette réforme aille beaucoup plus loin. Elle a été mise en place beaucoup trop vite. Et aujourd'hui, personne ne s'est vraiment adapté à tous ces nouveaux éléments. Voilà. Donc, les OPCA doivent réfléchir à de nouvelles règles de financement de la formation et oublier toutes ces histoires d'imputabilité, parce que dans les branches de l'économie sociale, dans la vôtre, dans le sanitaire et social, c'est pareil. On a gardé une contribution au plan de formation. Et du coup, on a gardé quelque part des règles d'imputabilité qui sont censées exploser.
Donc ça, il faut absolument le bouger pour qu'on puisse parler, c'était le sujet d'aujourd'hui, hein, des pédagogies collectives, voilà, de nouveaux apprentissages, excusez-moi pour les organismes de formation, mais effectivement, oui, on peut revenir aux anciens modèles de formation sur le tas, formation de terrain, voilà, transfert de salariés d'une association à une autre. Voilà. C'était juste une réflexion. Parce que voilà, moi je sens qu'au sein même de ma structure, on n'a pas encore réussi à s'adapter. Et je vous engage, vous qui êtes des personnels de terrain, vous qui êtes des dirigeants qui connaissez les problématiques, à faire bouger les lignes au niveau national. Voilà, parce que cette réforme peut être une opportunité pour nous, mais pour le moment, ça ne l'est pas.